One Piece récapitulatif numéro 17, Enies Lobby. Après les péripéties de Water 7, Robin, Usopp et Franky ont été capturés par le CP9 pour être livrés et jugés à Enies Lobby. Cette organisation secrète transporte leurs prisonniers à bord d'un train des mers, le Puffington. Mais ils sont loin d'imaginer que Sanji a embarqué dans ce train privatisé par les agents du gouvernement mondial et qu'il ne compte pas laisser ses amis se faire livrer à la justice aussi facilement. Il peut compter sur le reste de ses alliés qui sont partis de Water 7 avec un temps de retard. En effet, Luffy, Zoro, Nami et Chopper ont embarqué dans le deuxième train des mers, du nom de Rocketman, avec l'aide d'alliés de circonstance, à savoir Kokoro, la Franky Family et la Galela Company. Leur train étant plus rapide, ils espèrent pouvoir rattraper le Puffington avant Enies Lobby, malgré la tempête qui fait rage. Dans le premier train, Sanji ne compte pas rester sans rien faire et commence à remonter les wagons du train en affrontant différentes factions du Cypher Pole. En remontant les wagons vers la locomotive, il trouve un escargophone qui lui permet de communiquer avec les Mugiwara. Il lui explique qu'il tente de le rattraper grâce aux Rocketman et leurs alliés. En continuant, Sanji finit par tomber sur Franky et Usopp, tous deux ligotés. Une fois libérés, il leur explique la situation. Franky, ému du sacrifice de Robin, décide de prêter main forte aux Mugiwara. Usopp, quant à lui, refuse de revenir sur sa parole de quitter les Mugiwara, mais décide malgré tout de leur venir en aide en se déguisant en Sogeking, le roi des snipers. Il profite d'ailleurs de ce nouvel attirail pour améliorer son lance-pierre. Avec un seul objectif en tête, les trois hommes reprennent leur remontée du Puffington. Mais leur remue-ménage finit par remonter aux oreilles du CP9, qui profite du voyage à l'avant du train en compagnie de Robin. Leur commandant Rob Lucci demande alors à Blueno de recapturer Franky, qui détient toujours les plans de l'arme antique Pluton. Mais ils ont à peine le temps de préparer leur plan de reconquête que Sanji, Franky et Sogeking font irruption dans leur wagon. Malgré leurs efforts, Robin est toujours aussi résigné et ne semble toujours pas décidé à s'échapper. Alors Usopp, sous les traits de son alter ego Sogeking, utilise un fumigène et les trois hommes prennent la fuite en kidnappant à leur tour Robin. Ils espèrent ainsi fuir en se retranchant dans les derniers wagons, puis en les séparant des wagons de tête. Mais le CP9 ne se laisse pas avoir aussi facilement et contrecarre leur plan. Franky est alors obligé de se sacrifier pour permettre à ses alliés de fuir. Malheureusement, Blueno s'avère avoir le fruit du démon du portier, qui lui permet de relier deux endroits par une porte, ce qui lui permet de se téléporter derrière Sanji et ses ex-compagnons d'équipage, pour les prendre par surprise et recapturer Robin. Voyant que Sogeking et Sanji ne lâchent pas l'affaire pour autant, Blueno leur révèle que si l'archéologue se laisse docilement capturer, c'est parce qu'il y a 20 ans, elle a été la seule survivante du Buster Call qui a rayé de la carte son île natale. Il rejoint ensuite le reste du CP9 avec Robin, laissant Sanji et Sogeking dans leur wagon abandonné sur les rails flottants, alors qu'Enies Lobby n'est plus qu'à quelques encablures. Heureusement, le Rocketman n'est plus très loin derrière, et les voilà ainsi tous réunis avant de débarquer sur Enies Lobby, l'île judiciaire où le soleil ne se couche jamais. Usopp se présente bien sûr comme Sogeking, le roi de l'île des snipers, mais personne n'est dupe. Sauf bien sûr Luffy et Chopper, qui ne font pas le lien avec leur ancien canonnier, et sont impressionnés par cette aide providentielle. Usopp en profite même pour améliorer le climat tact de Nami, avant l'arrivée sur l'île judiciaire. L'Alliance de circonstances utilise ces derniers instants de calme pour faire un point sur la situation, et préparer un plan. Les charpentiers de la Galela Company, qui ont déjà été amenés à travailler à Enies Lobby, présentent la topologie de l'île à leurs compagnons. Il y a d'abord la porte principale, puis l'île principale, où se trouve au bout le tribunal et qui surplombe un gouffre sans fond. Ensuite se trouve une deuxième île, avec la tour judiciaire qui fait face au tribunal. De là, un tunnel sous-marin rejoint le pont de l'hésitation, au bout duquel les condamnés prennent la mer pour traverser la porte de la justice. Une porte de plusieurs centaines de mètres, qui conduit ensuite au quartier général de la marine, ou à Impel Down, la prison des plus grands criminels. Ils décident alors que la Galela Company et la Franky Family ouvriront la voie pour permettre aux Mugiwara de s'enfoncer le plus rapidement et facilement possible dans l'institution, et ainsi rattraper Franky et Robin. Un plan que tout le monde approuve, sauf Luffy, qui n'en fait qu'à sa tête et se précipite seul sur l'île, prenant tous ses compagnons au dépourvu. Profitant de ses capacités élastiques, il passe facilement la porte principale, puis l'entrée de l'île principale. Les soldats de la marine se désorganisent rapidement face à cette intrusion surprise, ce qui permet au reste de la troupe d'entrer facilement à Enies Lobby. Pendant ce temps-là, le CP9 et leurs prisonniers arrivent à la tour judiciaire où ils retrouvent leur commandant et les trois derniers membres de leur unité, Jabura, Kumadori et Fukuro. Spandam leur révèle alors que les Mugiwara sont arrivés sur l'île, mais que, selon lui, ils seront vite arrêtés et exécutés. Ces paroles remettent d'ailleurs en cause l'engagement du CP9 envers Robin, selon lequel ils ne s'en prendront pas au chapeau de paille si l'archéologue collabore sans faire d'histoire. Spandam informe également ses hommes qu'ils partiront d'Enies Lobby dès que le navire d'escorte arrivera pour emmener Robin au quartier général et Franky à Impel Down, la prison ultra sécurisée de la marine. Sur l'île principale, tous les protagonistes ont réussi à rattraper Luffy, mettant plusieurs centaines de soldats KO au passage. Mais le capitaine profite de la diversion de ses alliés pour reprendre les devants. Il monte sur le tribunal, le dernier bâtiment de l'île principale, qui fait face à la tour judiciaire où se trouvent ses compagnons prisonniers. Mais alors qu'il a presque atteint son but, il doit faire face à Blueno, qui s'est téléporté sur le toit du tribunal grâce à son fruit du démon, après avoir entendu parler du chaos semé par les Mugiwara et leurs alliés. Mais alors que l'homme du CP9 s'attend à une nouvelle victoire sans trop forcer, Luffy montre un tout autre visage et lui cause bien des soucis.
En bas, la soixantaine d'intrus a ravagé l'île principale en se battant avec les innombrables soldats de la marine et sont enfin arrivés devant le tribunal. Selon la Gallela Company, il leur reste une étape pour pouvoir atteindre la tour judiciaire où se trouvent leurs amis prisonniers. Monter en haut des tours du tribunal pour faire baisser le pont-levis et ainsi pouvoir accéder à la tour judiciaire. C'est seulement à ce moment-là que Spandam apprend la situation sur l'île principale. En effet, il a jusque-là passé tout son temps à discuter avec le CP9 et ses deux prisonniers, ignorant totalement l'intrusion des Mugiwara et leurs alliés. Comprenant enfin la gravité de cette situation totalement inédite dans l'histoire d'Enies Lobby, il envoie enfin la totalité de ses troupes d'élite affronter les intrus. Sur le toit du tribunal, les pouvoirs du fruit du démon du portier de Blueno, combinés aux 6 pouvoirs du CP9, rend le combat avec Luffy très serré. Le capitaine pirate révèle alors que depuis sa défaite contre Aokiji, il a cherché à développer une nouvelle technique pour affronter ce type d'adversaire redoutable. Il décide de l'utiliser pour la première fois en combat contre Blueno. Il s'agit du Gearsecon, une technique qui utilise les propriétés élastiques de son corps pour augmenter la pression artérielle et ainsi décupler sa vitesse et sa force. La première technique qu'il utilise sous cette forme, le Jet Pistol, donne le ton. Blueno est déjà quasiment KO. Il ne suffira que de quelques techniques supplémentaires pour le mettre définitivement hors jeu. En face, en haut de la tour judiciaire, Franky a profité du branle-bas de combat sonné par Spandam pour s'échapper sur le balcon en emmenant Robin avec lui. Mais l'archéologue, malgré la promesse de Spandam rompue, ne s'est toujours pas résigné à accepter l'aide de ses compagnons et refoule Luffy, pourtant tout heureux d'enfin apercevoir son ami. Elle va jusqu'à déclarer qu'elle préfère mourir que recevoir leur aide. Et pour ne rien aider, les agents du CP9 reprennent la situation en main en se tenant sur le balcon devant leurs prisonniers. Mais les Mugiwara, comme un symbole, arrivent à leur tour sur le toit du tribunal et, dans une scène emblématique de l'œuvre, réaffirment leur détermination à secourir leur ami. Spandam réplique en révélant être en possession de l'escargophone doré, lui permettant de déclencher un Buster Call, la hantise de Robin, en appuyant simplement sur un bouton. L'auteur Eiichiro Oda nous plonge alors dans un flashback pour révéler l'enfance de Robin et le terrible pouvoir du Buster Call. En effet, à l'âge de 8 ans, Robin n'est pas acceptée par les villageois et leurs enfants, à cause de la différence due à son fruit du démon. De plus, elle vit alors chez sa tante, qui la délaisse totalement et la force à faire toutes les corvées de la maison. Malgré tout, dans son malheur, elle a la chance de grandir sur l'île d'Ohara, dans West Blue, une terre où se sont réunis les plus grands historiens du monde. Ces passionnés sont les seuls à accepter Robin, et lui ouvrent les portes de l'arbre de la cognition, plus grande bibliothèque du monde et laboratoire de recherche archéologique. Ainsi, la petite Robin comble sa solitude par une soif immense de connaissances. Et elle est tellement douée et appliquée que les scientifiques, menés par le professeur Clover, lui délivrent un doctorat en archéologie à seulement 8 ans. Robin, toute heureuse, déclare alors qu'elle souhaite étudier l'histoire du siècle oublié, comme le font en cachette les archéologues d'Ohara. Le professeur Clover lui explique alors qu'une loi condamne à mort ceux qui cherchent à étudier cette période de l'histoire, et lui fait donc jurer de ne jamais chercher à étudier les textes des poneglyphes. Et si Robin a tant travaillé pour obtenir son diplôme, c'est justement pour être considérée comme l'égale de ces éminents archéologues et les aider dans leurs recherches. Frustrée, elle s'enfuit et s'isole sur l'une des criques de l'île, où elle tombe sur un géant naufragé qui se présente comme Agwar dit Zoro. Il souhaite que l'archéologue en herbe ne parle de lui à personne, au moins pendant quelques jours, le temps qu'il soigne ses blessures et reprenne la mer sur un radeau de fortune. Robin accepte et passe les jours qui suivent avec lui. Lorsque Zoro lui demande pourquoi elle ne va pas voir sa famille ou ses amis, elle lui révèle qu'elle n'a pas d'amis et que sa mère, Olvia, a pris la mer alors qu'elle était encore très jeune pour faire des recherches sur le siècle oublié. Le géant, qui s'avère connaître très bien la mère de Robin, comprend alors qu'il a échoué sur Ohara et lui explique que la marine va débarquer sur l'île d'un moment à l'autre pour éliminer tous les chercheurs de l'île. Robin court alors à l'arbre de la cognition prévenir les archéologues, mais sa mère Olivia l'a devancée. On apprend alors qu'elle était partie 6 ans plus tôt avec une équipe d'archéologues pour percer les mystères des poneglyphes. Mais ils se sont fait attraper par la marine et tous les membres de l'expédition se sont fait tuer, à l'exception d'Olvia qui a été capturée et retenue prisonnière. Le gouvernement mondial a fini par découvrir que les archéologues étaient originaires de Ohara et ont envoyé le CP9, dirigé par Spandin, le père de Spandam, tuer les savants afin de préserver le secret du siècle oublié. Mais peu avant l'arrivée de ce commando punitif, Agwar dit Zoro, alors vice-amiral de la marine, s'est révolté contre le sort que le gouvernement mondial réservait aux scientifiques et a décidé de libérer Olvia et s'est enfui avec elle. Celle-ci s'est alors empressée de rentrer sur Ohara pour prévenir le professeur Clover et les autres archéologues du terrible destin qui les attend. Mais il est déjà trop tard, car le CP9 arrive sur l'île juste après Olvia. Ils réunissent alors tous les archéologues et fouillent l'arbre de la cognition où ils finissent par tomber sur des recherches sur le siècle oublié. Ils ont ainsi une preuve justifiant le génocide des archéologues d'Ohara. Mais avant ça, le professeur Clover demande à s'entretenir avec le Gorosei par escargophone. En cherchant à justifier l'intérêt de leurs recherches sur le siècle oublié, il explique qu'ils ont découvert que les auteurs des poneglyphes étaient les citoyens d'un gigantesque royaume qui prospérait il y a 800 ans. Il soupçonne ainsi qu'ils aient été anéantis par ceux qui ont fondé le gouvernement mondial durant le siècle oublié. Ainsi, les poneglyphes, grâce à leur indestructibilité, sont des messages laissés aux générations futures par cet ancien royaume pour que leur histoire ne soit pas effacée par leurs ennemis.
Mais alors que le professeur Clover s'apprête à révéler le nom de ce royaume antique, le Gorosei ordonne aux hommes sur place de l'abattre. Dans la foulée, Spandine déclenche un Buster Call avec l'escargophone doré afin de tuer tous les archéologues d'Ohara et de brûler l'arbre de la cognition où se trouvent toutes leurs recherches. Dans la cohue générale, Robin parvient à retrouver Hagward Isoro et à s'enfuir. Malheureusement, un géant n'étant pas ce qu'il y a de plus discret, ils se font rapidement repérer et canarder par les canons des bateaux du Buster Call. L'ex-vice-amiral décide alors de riposter en fracassant les navires de la marine, ce qui fait diversion et permet à sa protégée de fuir. Mais finalement, il se fait stopper par Aokiji, alors vice-amiral et participant du Buster Call, qui le transforme en statue de glace. Malgré tout, il ne peut se résigner à assassiner la fillette que son ancien collègue et ami protégeait. Il décide de la laisser partir, tout en l'avertissant qu'il s'occupera de son cas si elle décide de vivre une vie de criminel. Le vice-amiral Akainu, qui deviendra plus tard amiral au même titre qu'Aokiji, fait lui beaucoup plus de zèle, puisqu'il va jusqu'à bombarder le bateau qui évacuait les civils, qui n'avaient rien à voir avec les recherches des archéologues. Mais lorsque le gouvernement mondial comprend que Robin a réussi à fuir l'île, et qu'elle sait lire les poneglyphes, il décide de mettre une prime de 79 millions de berries sur sa tête. Pendant les années qui suivirent, Robin tenta de s'intégrer à des familles, des pirates ou des organisations criminelles, mais la prime sur sa tête l'a rattrapé vite, et ceux qui l'accueillaient tentaient de la livrer à la marine après avoir gagné sa confiance. Retour au présent. La menace du Buster Call n'impressionne pas du tout les Mugiwara, déterminés à récupérer leur ami, et ils vont même surenchérir puisque le capitaine demande à Sogeking de tirer une bille enflammée sur le drapeau du gouvernement mondial, en haut de la tour judiciaire. Cette action est une véritable déclaration de guerre au gouvernement mondial. Et comme si ça ne suffisait pas, Franky décide de montrer à tous qu'il est bien le détenteur des plans de l'arme antique Pluton, avant de les brûler pour s'assurer qu'ils ne tomberont jamais entre les mains du gouvernement mondial. Pendant cet échange animé, la Franky Family et la Galela Company sont parvenus à faire descendre le pont-levis. Franky en profite pour sauter de la tour judiciaire et plus rien n'empêche désormais l'affrontement entre le CP9 et les Mugiwara. Spandam décide alors d'assurer ses arrières, en se repliant vers la porte de la justice, escorté par Rob Lucci, pour attendre la navette qui doit le conduire avec sa prisonnière au quartier général de la marine. Les autres membres du CP9 vont quant à eux affronter les Mugiwara en 1 contre 1. Et pendant que ses amis s'occupent du CP9, Luffy part à la poursuite de Spandam et Lucci, qui sont partis à la porte de la justice par le tunnel sous-marin. Comprenant qu'ils sont suivis, le commandant du CP9 demande à Lucci de rester en arrière pour bloquer la progression de Luffy. Mais dans la panique, il appuie sur l'escargophone doré et déclenche le Buster Call sans le vouloir. Il reste alors 30 minutes avant que 10 navires de guerre, transportant entre autres 5 vice-amiraux, passent la porte de la justice en provenance du quartier général de la marine et bombardent aveuglement Enies Lobby. Quant au 1 contre 1, Franky affronte Fukuro et clôture ce combat compliqué grâce à sa spécialité, le coup de canon à air. Chopper lui se trouve face à Kumadori, et le combat est bien plus compliqué que pour Franky. Alors qu'il ne trouve pas de solution face à son ancien adversaire, et est presque au bord du chaos, il décide de manger 3 Rumble Balls et se transforme ainsi en Monster Point. Cette forme inédite lui donne une force effroyable, mais lui fait perdre le contrôle de lui-même. Il ratatine ainsi Kumadori en un rien de temps, mais se dirige maintenant vers Franky, qui parviendra à le calmer en le projetant dans la mer. Le troisième combat est un duel 100% féminin, Nami contre Khalifa. Cette dernière possède le fruit du démon des bulles, un paramécia qui fait d'elle une femme savon capable de faire disparaître tout ce que touchent ses bulles, et notamment l'énergie de ses adversaires. Mais grâce à l'amélioration de son Climatact par Usopp avant d'arriver sur Enies Lobby, Nami utilise éclair et mirage pour finalement vaincre l'ancienne secrétaire de la Galela Company. Le combat suivant voit s'affronter Usopp, ou plutôt Sogeking, et Jabura, le numéro 3 du CP9, qui possède le Zoan du loup. Mais la marche est trop haute pour l'ex-canonnier des Mugiwara qui se fait rapidement mettre KO. C'est finalement Sanji qui affronte Jaburo. Les deux hommes se rendent coup pour coup, mais le cuistot des Mugiwara montre lui aussi ses progrès, puisqu'il vainc son adversaire grâce à une nouvelle technique, la Diable Jump. Un coup de pied tellement rapide que sa jambe s'enflamme. Le dernier combat voit s'affronter Zoro et Kaku, détenteur du Zoan de la girafe et redoutable sabreur. Après de nombreux échanges de coups, le second des Mugiwara démontre lui aussi sa capacité à se renouveler, puisqu'il utilise Kyotoryu Ashura, une technique de sabre qui semble le transformer en démon à 3 têtes et 6 bras, inspiré du dieu Ashura de la mythologie japonaise, et qui lui permet de battre son adversaire du jour. Au bout du tunnel sous-marin, dans le pilier du pont de l'hésitation, qui mène à la porte de la justice, le combat décisif entre Luffy et Lucci fait rage. Ce qui a permis à Spandam et Robin d'atteindre le pont de l'hésitation, dernière étape avant d'atteindre le navire escorte qui leur fera passer la porte de la justice. Mais alors qu'ils atteignent la fin du pont, des billes enflammées leur arrivent dessus directement depuis le haut de la tour judiciaire, où est posté l'inévitable Usopp sous les traits de Sogeking, le roi des snipers. Robin réussit à se libérer dans la confusion, pile au moment où l'armada du Buster Call et ses 5 vice-amiraux franchissent la porte de la justice et commencent à bombarder l'île. Concernant le dernier duel restant, Luffy a réussi à combler la différence de niveau évidente avec Rob Lucci sur Water 7 grâce à sa technique du Gear Second. Mais il ne parvient pas pour autant à prendre le dessus, d'autant plus que le Gear Second le fatigue beaucoup plus vite que d'habitude. Il utilise alors une autre nouvelle technique, le Gear Third,
Celle-ci consiste à insuffler de l'air dans ses os pour faire grandir ses membres. Il peut ainsi attaquer avec un bras de la taille d'un géant, par exemple. Sa première attaque détruit le pilier du pont de l'hésitation et fait valser l'homme guépard jusqu'à un navire du Buster Call qu'il pulvérise d'un gigantesque coup de pied sur sa deuxième attaque. Mais cette technique est à double tranchant, car après l'avoir utilisée, Luffy devient tout petit et ne peut plus se battre pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, les Mugiwara et Franky ont réussi à atteindre le pont de l'hésitation grâce aux capacités de sirène de Kokoro, et se sont ainsi emparés du navire d'escorte qui attendait Spandam et Robin. Ils ont eu chaud, puisqu'au même moment, le Buster Call a fini de raser tous les bâtiments d'Enies Lobby, à l'exception du pont de l'hésitation, puisqu'ils ont hors de capturer Robin vivante. Les Mugiwara n'attendent plus que Luffy, mais les marines ne comptent pas rester les bras croisés. Après avoir encerclé le pont de l'hésitation, 200 colonels et lieutenants-colonels, théoriquement aussi forts que le colonel Smoker donc, prennent d'assaut le pont et le navire sur lequel se sont réfugiés les protagonistes. Ces combattants redoutables, dont certains sont dotés de fruits du démon, posent de nombreux problèmes aux Mugiwara, et Zoro se fait même détruire un de ses sabres dans la bataille. Pour rien arranger, leur capitaine est à bout de force et ne parvient toujours pas à venir à bout de Lucci. Il puise finalement au bout de lui-même pour sortir une dernière attaque, un jet Gatling, avec lequel il assène une pluie de coups de poing à son adversaire grâce au Gear Second. Constatant l'échec du CP9, les vice-amiraux du Buster Call décident de bombarder le navire d'escorte et le pont de l'hésitation. Les Mugiwara, assaillis de toutes parts, jettent leur dernière force dans la bataille sans même entrevoir de moyens pour s'enfuir, tandis que leur capitaine, à bout de force, ne peut même plus bouger pour retrouver ses Nakama et leur soutien. Mais alors que tout semble perdu, les Mugiwara entendent une voix qui leur demande de se jeter à la mer. Ils découvrent alors le Going Merry, qui se ferait un chemin au milieu des immenses navires du Buster Call et leurs bombardements. Les voici enfin réunis au complet dans leur caravelle fétiche, mais ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce miracle que les navires de la marine se mettent à bombarder leurs bateaux, qui peinaient déjà à rester à flot. Mais comme le Going Merry est bien plus petit et donc maniable que les navires de guerre, ils parviennent à s'extirper du Buster Call avant de s'éloigner grâce à un coup de vent de Franky qui les projette bien loin du chaos qu'ils ont généré sur Enies Lobby. Leur remue-ménage a également permis à la Franky Family et à la Galley Company de se cacher lors du bombardement de l'île avant de s'enfuir discrètement à bord du Puffing Tom, tandis que le Buster Call se concentrait sur le pont de l'hésitation. Alors qu'ils tentent de rentrer à Water 7, les Mugiwara tombent sur un navire de la Galley Company dirigé par Icebarg, pile au moment où la proue du Going Merry se brise en deux. Icebarg leur explique alors qu'il a trouvé leur navire pendant l'Aqua Laguna et qu'il l'a entendu le supplier de le réparer pour naviguer une dernière fois, alors même que les charpentiers pensaient qu'il aurait dû couler depuis bien longtemps. Les Mugiwara se résignent enfin à abandonner leur navire, et y mettent le feu pour le laisser sombrer au fond de l'océan, comme le veut la tradition. Dans ceux qui sont peut-être les plus beaux adieux de One Piece, le Going Merry, par la voix du Clabauterman, les remercie pour leurs aventures, tandis que ses compagnons pleurent celui qui comptera toujours comme un membre de leur équipage à part entière. La première chose à retenir est bien sûr la libération de Robin, et donc son retour dans l'équipage. Elle fait plus que jamais partie des Mugiwara, puisque la zone d'ombre sur son passé s'est éclaircie, expliquant du même coup la mise en garde d'Aokiji sur Long Ring Longland et ses actions ambiguës durant la saga Alabasta et l'arc Water 7. En effet, on comprend qu'elle a été traumatisée par le sort de son île natale, Ohara, mais également par la chasse aux sorcières qu'elle a subie toute sa vie par le gouvernement mondial. Mais maintenant que ses compagnons lui ont montré qu'elle pouvait enfin compter sur des amis qui donneraient leur vie pour elle semble enfin pouvoir ouvrir sa carapace et profiter pleinement de leurs aventures. Son rêve en tant que membre des Mugiwara est maintenant clair. Elle souhaite découvrir ce qu'il s'est passé pendant le siècle oublié. Mais malgré son retour dans l'équipage, elle restera toujours mystérieuse sur ce sujet et ne parlera presque jamais des découvertes qu'elle fera, notamment en décryptant les poneglyphes, comme elle l'a fait avec celui d'Alabasta, où elle n'a rien révélé des informations contenues sur Pluton. On retiendra également le retour imminent d'Usopp, qui, on le voit bien, n'est pas capable de rompre ses liens avec l'équipage malgré son nouvel alter ego Sogeking. Et puis, le reste de l'équipage est bien évidemment toujours aussi attaché à leur canonnier, qui est parfois un peu têtu et manque de courage, mais n'hésite pas à aller au bout de lui-même pour le bien de ses amis. Enfin, lors de leur 1 contre 1 avec les adversaires les plus redoutables qu'ils aient rencontrés jusqu'ici, les Mugiwara ont tous réussi à débloquer un power-up, à commencer par Chopper. Si celui-ci utilisait jusque-là des Rumble Balls pour pouvoir utiliser non pas 3, mais 7 formes de son Zoan, on sait maintenant qu'en dernier recours, il peut manger plusieurs Rumble Balls pour se transformer en Monster Point. Cette forme est dévastatrice, mais, en plus d'avoir des effets secondaires physiques non négligeables, elle lui fait perdre le contrôle et il peut donc attaquer ses alliés. Pas sûr qu'on revoie cette forme de sitôt donc, mais le prochain power-up du médecin pourrait justement être la maîtrise de cette nouvelle forme. Nami ensuite a vu son bâton Climatact être amélioré par Usopp, et elle peut maintenant faire apparaître des mirages ou utiliser des éclairs dévastateurs. Usopp, justement, a profité de sa phase Sogeking, roi des snipers, pour améliorer son lance-pierre, qui est maintenant diablement plus précis et dévastateur, comme il l'a démontré en touchant Spandam à très longue distance. Sanji, quant à lui, a encore progressé en débloquant la Diable Jambe, une nouvelle technique grâce à laquelle il arrive à enflammer sa jambe. Tout comme son rival Zoro, qui a utilisé une nouvelle technique inspirée du dieu à 6 bras et 3 têtes, qui a one-shot Kaku. Mais malheureusement,
Le second de l'équipage a ensuite perdu un de ses 3 sabres en affrontant un colonel du Buster Call doté du fruit du démon de la rouille. Il devra donc rapidement retrouver un sabre pour exploiter au mieux son style de combat à 3 sabres. Enfin, le plus spectaculaire a été bien sûr Luffy, qui a développé 2 nouveaux styles de combat, le Gear Second, avec lequel il décuple sa puissance et sa vitesse en augmentant sa pression artérielle, et le Gear Third, avec lequel il insuffle de l'air dans ses os afin de donner la taille et la puissance d'un géant à un de ses membres. Malheureusement, ces techniques ne sont pas sans risque, puisque la première, en plus de fatiguer plus rapidement Luffy, affecte également son espérance de vie. Pour la seconde, Luffy devient minuscule pendant une durée aussi longue que le temps où il était en Gear Third. On attaque la partie questionnement avec la dernière danse du Going Merry. En effet, celui-ci est venu, grâce au Claboterman, l'esprit du navire, sauver son équipage d'une mort certaine, avant de leur faire ses adieux et disparaître au fond de l'océan. Alors forcément, on se demande comment les Mugiwara vont pouvoir continuer leur périple sans leur caravelle fétiche. On peut se demander si quelqu'un leur donnera un bateau, comme Kaya l'avait fait avec le Going Merry, s'ils vont en acheter un, neuf ou d'occasion, ou en faire fabriquer un sur mesure. Bon, vu la cote de popularité dont ils jouissent auprès de la Galela Company, du maire Iceberg et de leur nouvel ami Franky, on se doute qu'ils risquent de repartir de l'île des Charpentiers avec un navire flambant neuf, qui les portera au moins aussi loin que le Going Merry. Mais pour autant, à quoi peut-on s'attendre? Une réplique identique de leur ancien navire? Un bateau dans un tout nouveau style à la pointe de la technologie? Est-ce qu'il pourrait également être inspiré des plans de Pluton, que Franky a détruits mais qu'il a sûrement gardé en tête? Réponse dès le prochain chapitre. Enfin, finissons par la véritable intrigue de cet arc, les parents de Robin. Effectivement, on apprend tout d'abord dans le flashback d'Ohara que son père était également un archéologue, et qu'il a disparu très tôt dans la vie de Robin. Mais c'est tout ce que l'on sait de lui. Le reste des archéologues semblent en tout cas lui porter une haute estime. Et le plus intriguant, c'est sa mère Olvia, et plus exactement l'attention que lui porte le gouvernement mondial. Effectivement, lorsqu'elle est partie en expédition avec d'autres archéologues, elle est la seule qui n'a pas été exécutée, mais plutôt capturée. Et rebelote sur Ohara. Alors que le Gorosei ordonne au CP9 de tuer tous les archéologues, Spandine cherche à capturer Olvia, en révélant qu'elle possède encore une information dont a besoin le gouvernement mondial. Au final, dans le chaos du bombardement de l'île par le Buster Call, le CP9 fuit sans demander leur reste, et Olvia reste avec les autres archéologues pour tenter de sauver le maximum de livres possible de l'incendie de l'arbre de la cognition. On ne voit pas son cadavre, mais logiquement, elle devrait être morte au même titre que les autres archéologues. On peut alors se demander quelle est cette information qui lui a évité par 2 fois d'être la cible d'un ordre d'exécution. Est-ce une information sur le siècle oublié? Sur le royaume antique, qui prospérait avant et que le gouvernement mondial semble tout faire pour qu'il soit oublié? Est-ce lié à des mystères plus contemporains? Ou à son mari, le père de Robin, qui pourrait être encore en vie? Et puis, comment s'est-elle procurée cette information? Et pourquoi est-elle la seule à la détenir? Tant de questions qui restent sans réponse et dont on n'a toujours pas d'indice, près de 600 chapitres plus tard. Ce qui pourrait en faire une intrigue de plus que l'auteur Eiichiro Oda a abandonné au cours de son œuvre, comme la ressemblance entre Kuina et Tashigi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai toujours espoir qu'on en sache plus sur les parents de Robin, puisque s'ils en savent beaucoup sur le siècle oublié et la raison d'être du gouvernement mondial, c'est normal que l'on apprenne ces informations qu'à la fin de l'œuvre. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Enies Lobby. Mais bien des choses attendent les Mugiwara à leur retour sur Water 7, donc n'hésite pas à aller lire le manga, ou à regarder l'anime, ou à t'abonner et activer la cloche pour être notifié de la sortie du prochain One Recap, ou juste cliquer ici s'il est déjà disponible.